Ça y est, nous y sommes. On approche à grands pas de la fin de la convention 2018. Je sais que c'est un moment émouvant pour vous. J'espère que vous avez passé 2 jours agréables, riches, inspirants. Et on a décidé de terminer cette convention en faisant une synthèse des résultats de 2 benchmarks qui ont été menés au sein du CRIP. Et j'ai même envie de dire à l'initiative de 2 membres. C'est Juliette Nguyen, pour ne pas la nommer, de la STEAM, qui nous a demandé est-ce qu'il existe quelque part des statistiques sur l'efficacité de la production IT. Juliette, tu veux dire quoi? Je voudrais savoir, en moyenne, combien les gens ont de serveurs, quelle est la taille des équipes, combien de stockage. Mais c'est une sacrée bonne idée, ça, Juliette, si on faisait un petit benchmark. Bim, on a fait un benchmark. Et on va vous présenter les résultats. Quelques mois plus tard, Hervé Magnier, pareil, je n'ai pas le droit de le citer, mais Hervé Magnier, du groupe Aéroport de Paris, m'a dit « J'ai un nouveau DSI qui arrive et je suis à la recherche de stats sur à quelle fréquence les entreprises renouvellent leurs infrastructures. » Hervé, qu'est-ce que tu veux dire? C'est très simple. Ils achètent les serveurs tous les combien, les baies de stockage tous les combien? Hervé, excellente idée. Et si on faisait un benchmark? Bim, on a fait un deuxième benchmark. Ce qu'on va faire, c'est vous présenter les principaux résultats maintenant. Alors, ces benchmarks, pour ceux qui ne le sauraient pas, sont dans ce splendide fascicule. On fera une séquence de dédicace, si vous voulez, à l'arrivée. Donc, vous allez retrouver l'intégralité des résultats. On a dit qu'on n'allait pas vous prendre trop de temps, puisque c'est la dernière session, donc j'ai fait un petit choix personnel, et donc partial, des résultats que je vais vous présenter. Alors, comment on a opéré? Très simple. On envoie le questionnaire, on prépare le questionnaire avec 50 questions pour l'un, une trentaine pour l'autre. Ce questionnaire, y répondent les CTO de nos chères entreprises adhérentes. On reçoit les résultats et on les dépouille. Et je me suis dit, mais ça serait intéressant peut-être de faire une classification par type d'entreprise, parce que ce que fait une PME est intéressant pour les PME, mais ce n'est pas forcément la même chose que ce que ferait une grande entreprise multinationale et inversement. Donc l'idée, c'était de collecter l'ensemble des résultats et ensuite de les trier par catégorie pour essayer de dégager modestement des tendances. Si moi, je suis une entreprise de taille moyenne, comment est-ce que je me situe par rapport aux autres entreprises de taille moyenne? Les échantillons n'étaient pas suffisamment grands pour aller un cran plus loin dans la classification, c'est-à-dire qu'est-ce que font mes pairs dans la banque, l'assurance, les télécoms, manufacturing, les énergies. Donc on est resté sur une classification horizontale par taille. Alors le premier benchmark, c'est l'efficacité de la production. Et je me suis dit, mais en fait, la taille de l'entreprise, c'est bien, mais c'est peut-être pas très pertinent. Parce qu'en fait, la taille des infrastructures, effectivement, elle dépend souvent de la taille de l'entreprise, mais pas que. Il y a des entreprises de e-commerce, par exemple, dont le nombre d'employés est peut-être pas énorme, mais le nombre de clients, lui, va être énorme. Donc, on a demandé aux entreprises de se positionner par rapport au nombre de users qu'elles allaient servir. Et donc, je les ai classés comme si les users étaient des employés. Donc, pour certaines, c'est à peu près la même chose, mais pour d'autres, c'est assez différent. Donc, j'ai repris la classification qu'on trouve au ministère de l'économie et des finances. Donc, petites et moyennes entreprises, moins de 250 utilisateurs. J'ai découpé les entreprises de taille intermédiaire entre 250 à 2500, puis 2500 à 5000, et après, on passe dans les grandes entreprises que j'ai découpées en 3. Et donc, c'est ce classement qu'on va retrouver. Premier enquête, on a recueilli 95 réponses. 95 entreprises qui nous ont apporté leurs réponses. Et vous voyez à droite la répartition. Donc on retrouve les PME en verte. Donc il y en a 4%. Donc 4%, ça fait à peu près 4 entreprises qui ont répondu. Et les autres, les entreprises de taille intermédiaire, elles sont en orange. Les ETI 1, il y en a 31%. Et les ETI 2, il y en a 20%.
Et puis en bleu, les grandes entreprises. Et si on regarde le deuxième benchmark, il a eu moins de succès. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais on a eu que quasiment la moitié des réponses, 59 réponses, dont 2 PME. Donc j'ai fait le parti pris de ne pas m'occuper des réponses des PME, parce qu'avec 2 PME, le taux, la granularité de la réponse est de 50%. Donc c'est complètement ridicule. Donc j'ai mis les PME sur le diagramme 1, même s'il n'y en a que 4. Donc tous les résultats pertinents sur les PME, c'est à prendre avec circonspection, parce qu'encore une fois, 4 entreprises qui répondent, c'est-à-dire que le degré d'incertitude, il est à minima de 25%. Mais je les ai laissés quand même. Et je vous propose de regarder maintenant le premier benchmark, l'efficacité de la production IT. Alors, encore une fois, j'ai fait un tri. Il y a beaucoup plus de choses dans le recueil que ce que je vais vous présenter maintenant. Mais première question, c'est combien administrez-vous de serveurs physiques, tout OS confondu? Là, on peut faire une petite séparation en 2 parties. On va dire que PME, ETI1, ETI2, donc les 3 du bas, il y a plus de vert. Donc ces entreprises, en majorité, donc il y a plus de 50% de ces entreprises, ou 50%, qui utilisent moins de 100 serveurs. À l'inverse, GE1, GE2, GE3, elles, à l'inverse, il y a plus d'entreprises, il y a une majorité d'entreprises qui utilisent plus de 100 serveurs. Si on fait la moyenne, même si ce n'est pas très pertinent, j'ai fait un agglomérat, si on fait all, on a 30% d'entreprises qui utilisent de 1 à 50 serveurs, 17 de 50 à 100, etc., etc. Gardez ça en tête, on va voir dans 2 slides combien j'ai de people pour administrer ces serveurs-là. Donc, une dichotomie entre PME à ETI1 et puis ensuite ETI2 à GE. Combien de TP? Ben là, on va retrouver en bas, en grande majorité, il y a du vert. Donc, moins de 10 personnes pour administrer, c'est en moyenne moins de 100 à 250 serveurs. À l'inverse, en haut, on voit arriver de l'orange et du rouge. Donc, on va retrouver plus de personnes, puisqu'en moyenne, ils utilisent plus de 250 serveurs, voire plus de 1000 pour certaines. Donc ça veut dire qu'on a un ratio déjà une certaine notion d'efficacité, qu'on reverra tout à l'heure, puisqu'on les a questionnés sur le niveau d'automatisation dont ils s'étaient dotés. Autre sujet intéressant, mais vous avez combien de catégories d'OS? Alors là aussi, on voit beaucoup de vert, beaucoup de vert en bas, donc ce qui est un peu normal. Plus on est petit, à la limite, moins on a d'OS. C'est vrai jusqu'aux grandes entreprises 2. Et on voit que la grande entreprise 3, la partie orange, est plus faible. Est-ce que ça veut dire que les grandes entreprises 3, donc celles qui ont le plus de users, ont déjà réalisé un travail de consolidation, ce qui est un peu vrai, on verra aussi tout à l'heure. Donc consolidation, peut-être de rationalisation du nombre d'OS, ce qui explique peut-être les rationalisations en termes d'efficacité des people. Alors, nombre d'OS, oui, mais lesquels? Alors, évidemment, en top niveau, on va retrouver Windows et Linux. Il y a 3 entreprises qui ont déclaré n'utiliser qu'un seul OS. Un seul OS. Et pas forcément que des PME. Et sur ces 3 entreprises, il y en a 2 qui utilisent que Windows et une qui utilise que Unix. Mais vous l'avez vu tout à l'heure, en majorité, c'est plus que ça. Alors, lesquels? Donc Windows et Unix sont évidemment en haut, mais on voit, alors les couleurs sont peut-être pas idéales sur l'écran, mais en violet vous avez les Unix propriétaires, donc c'est les AX, les HPUX, etc. On a ensuite en jaune Solaris. Je suppose que les gens de Steam voulaient savoir quel était le taux de pénétration de Solaris. Alors moi j'étais un peu surpris parce que pour moi Solaris c'était de l'histoire ancienne. Bah, pas tant que ça. Il y en a toujours, même s'ils sont moins présents que la couche violette, ils sont toujours relativement présents et dans toute taille d'entreprise. En bleu, évidemment, IBM, donc hors AX, mais MVS, OS 400, DOS VSE, que sais-je. Il y a toujours une présence d'Unix, on pouvait s'y attendre dans les grandes entreprises, d'IBM, pardon, dans les grandes entreprises, mais c'est aussi le cas, et ça m'a vraiment surpris, dans les entreprises, y compris les PME.
même si encore les PME ne sont que 4. Donc les résultats des PME sont à considérer avec parcimonie, mais là, il y en a 1 sur 4 qui a déclaré avoir de l'IBM. Donc, on voit encore l'existence et la progression des Unix propriétaires, la persistance de Solaris, et puis les environnements IBM ne sont pas réservés qu'aux grandes entreprises. On continue. Vous avez des OS, lesquels, combien de versions vous gérez en exploitation? Là, on ne parle pas du dev, on parle de l'exploitation. Là aussi, grosse majorité de jaune. C'est qu'en fait, il y a en majorité, les gens exploitent de 6 à 10 versions. Alors, quand les règles du jeu, c'était si vous avez 2 versions de Windows et 3 versions de Linux, ça fait 5 versions. Donc, c'est ça la règle du jeu. Donc, ils ont grosso modo 6 à 10 versions en parallèle. Et si on recoupe ça par rapport à ce qu'on a vu précédemment, selon les entreprises, ça veut dire qu'elles ont, pour chaque OS, entre 2 et 3 releases, grosso modo. Il y a encore 2 ou 3 petites choses, vous verrez, on est rentré beaucoup plus dans le détail sur les tailles des équipes qui gèrent les serveurs Windows, qui gèrent les serveurs Unix, les PME, les ETI. Je vous laisse le plaisir de découvrir tout ça. On est allé assez loin dans le détail. Après, on a posé des questions assez analogues sur le stockage. Alors là, c'est pareil. On a un découpage vers le bas. Donc, les petites entreprises, en général, gèrent moins de 100 téraoctets. Et au-dessus, on a une majorité qui gère plus de 100 téraoctets. Alors pareil, il y a des exceptions en fonction du secteur, mais je vous l'ai dit, les échantillons n'étaient pas suffisamment grands pour faire un balayage sectoriel. Alors, c'est 100 téraoctets ou c'est plus de 100 téraoctets sur combien de BSAN? Immense majorité de 1 à 10 B. 88% des gens déclarent gérer ça avec 1 à 10 B. Pour gérer ça, il vous faut combien de personnes? 93% gèrent CB de stockage avec une équipe réduite à 5 ETP. Il y en a une jaune là, qu'on voit, et c'est 2%, c'est une entreprise sur les 92 qui utilise plus de 10 ETP, mais moi j'ai regardé qui c'était, c'est une des entreprises qui a de 1 à 10 B. Donc là, ils ont un ratio, un administrateur par B. Bon, la pudeur m'interdit de dire qui c'est. On a vu les OS, on a vu le stockage, donc est-ce que vous êtes automatisé? Et là, l'idée, c'était de les faire s'auto-évaluer. Comment est-ce que vous vous jugez en termes de niveau d'automatisation? On a choisi une grille assez simple. Vous êtes automatisé de façon faible, moins de 30%, moyen de 30 à 60, fort de 60 à 80, et total plus de 80. Alors encore une fois, apprendre avec parcimonie, PME, ils ne sont que 4, donc il y en a 2 qui considèrent avoir automatisé de 60 à 80%. Bon, je les laisse responsables, ça me paraît beaucoup, mais peu importe. En moyenne, les gens se mettent plutôt dans l'orange. On a moyennement automatisé. Là aussi, peut-être qu'il faudrait rentrer un petit peu plus dans le détail. Automatiser quoi? Avec quel type d'outils? On est rentré, mais je n'ai pas présenté cette slide-là, sur le type d'outils. Quel genre d'outils vous avez mis en place? Et après, j'ai corrélé pour savoir est-ce que ceux qui se pensent automatisés de façon forte ont plus d'outils que ceux qui se pensent automatisés de façon faible. C'est souvent vrai, mais pas toujours. L'orchestrateur, parce que ça fait partie des questions qu'on a posées, l'orchestrateur semble accélérer le niveau de pertinence de l'automatisation. Donc c'est vraiment un facteur qui... Ceux qui ont un ordonnanceur, un orchestrateur, pardon, sont au moins dans le jaune ou dans l'orange. Vous avez combien d'applications, les gars? Alors là aussi, c'est assez varié et on voit assez bien le rouge, enfin, les couleurs se foncer, plus on monte, ce qui me paraît un peu normal. Plus on a d'utilisateurs, c'est pas totalement absurde d'imaginer que le nombre d'applications, il augmente en fonction d'utilisateurs. À droite, vous avez des applications. Alors, il y en a une qui avait plus de 1000 applications, et c'est une banque qui a ça. À droite, combien vous avez de mise en production? Alors, c'est peut-être un petit peu petit pour vous, mais pareil, on voit les couches, les couleurs foncées, le violet et le noir arriver, plus on monte, mais c'est relativement corrélé avec le nombre d'applications.
Et pareil, si on fait des calculs à petite semaine, ça veut dire qu'à peu près par application, encore une fois avec des guillemets, ça fait entre 2 et 3 mises en production par an. Alors, il y a tout dans l'application, hein. Il y a de l'ERP jusqu'à des applications beaucoup plus classiques. Mais on était dans les applications. Est-ce que vous avez justement des mises en production? Est-ce que vous avez enclenché un processus de continuous delivery? Et là, c'est le drame. Grosse majorité de rouge. Grosse majorité de rouge. Donc les gens disent « Oh ben non, 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 nous le DevOps, on n'en fait pas ». Ce qui est assez surprenant quand on voit au CRIP que ça fait partie des journées thématiques qui attirent le plus de personnes. Donc il y a un mouvement, il y a une tendance. Vous avez vu Adrien Blin parler de DevOps, de Continuous Delivery. On en parle, on en parle, on en parle. Est-ce qu'on en fait? C'est pas sûr. Voilà les quelques éléments de synthèse. Encore une fois, il y a plus de choses dans le recueil qui se trouvent sur le stand du CRIP. Deuxième benchmark, donc suggéré amicalement par nos amis de l'Aéroport de Paris, c'est la fréquence de renouvellement des infrastructures. Alors, je suis allé chercher une image un petit peu vieillotte, exprès pour faire un peu de provoque. Donc, il y a une première partie, renouvellement des téléphones portables, des desktops, des laptops, etc. Donc, évidemment, la question porte sur les équipements qui sont fournis par l'entreprise. Évidemment, si on est en bring your own device, etc., la question n'est pas pertinente. Donc, c'est les entreprises qui fournissent le smartphone, le desktop, le laptop, etc., qui ont répondu. Donc là, eh bien, on voit grosse majorité de jaune. Jaune, c'est-à-dire un renouvellement aux alentours de 4 ans. Et il y a quand même une grande entreprise, pareil, la décence m'interdit de citer qui va les renouveler tous les 6 ans. Un laptop qui a 6 ans, moi, je ne bosserai pas pour cette entreprise-là. Deuxième question, le renouvellement des serveurs x86. Là aussi, c'est un truc qui a une fréquence, un niveau d'obsolescence qui s'accélère. Eh bien, on trouve quand même pas mal d'entreprises qui les renouvellent tous les 7 ans et plus. Qu'est-ce qu'ils font avec, les gars? Quelles applications ils font tourner dessus? Ça questionne. Et a priori, c'est des serveurs de production, ce n'est pas des serveurs de dev. Mais vous voyez quand même une grosse proportion, surtout sur les GE2, où là, j'ai du rouge foncé, donc des taux de renouvellement, des fréquences de renouvellement qui sont assez élevées. Vous verrez dans le livre, on a à chaque fois posé une autre question. La fréquence que vous nous indiquez, est-ce que pour vous, elle est haussière ou baissière? Alors, je n'ai pas mis les réponses. Est-ce que dans une immense majorité, c'est stable? C'est vraiment à la marge. Il y en a quelques-uns qui nous disent « Ah non, on va renouveler plus fréquemment » ou « Non, 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 on va renouveler moins fréquemment ». Mais l'un dans l'autre, c'est plutôt stable. Donc, plutôt vous remettre 12 fois la même slide. Je ne l'ai pas mise. Donc, toutes les fréquences de renouvellement sont à peu près stables, quel que soit le secteur d'activité dont on parle. Voilà pour les serveurs x86. Donc, j'étais assez surpris de constater qu'il y avait quand même des couleurs foncées qui s'installaient. Donc on a questionné sur les serveurs non x86, et là, boum, plus de rouge. Donc ils se renouvellent moins rapidement. Alors je me dis, mais pourquoi? Alors moi j'ai peut-être une piste de réponse, c'est que là on est plutôt sur des grands systèmes probablement, et que plutôt que de les renouveler, je pense qu'on les fait plutôt upgrader. Donc peut-être que l'upgrade n'est pas un renouvellement et que malgré tout, il y a un cycle d'évolution naturelle des serveurs non x86 qui fait progresser la puissance, les performances, la mise à jour au travers des différentes années. Mais voilà, si on parle renouvellement pur, déjà les serveurs x86 n'étaient pas renouvelés très fréquemment, les serveurs non x86 encore moins. Bon, on va les questionner sur le stockage. Bon, alors là, il n'y a personne qui renouvelle 2 ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Les premières réponses, c'est à partir de 4 ans. Alors, là aussi, le stockage est en plein bouleversement. Il y a des baies hybrides, des baies flash. Donc, il y a tout un tas de nouvelles technologies qui arrivent. Ça, le SAN est moins omniprésent que ça a été le cas il y a encore quelques années. Ce qui explique peut-être qu'il y a du rouge foncé même chez les ETI1.
Donc ouais, il n'y a plus de PME là, hein. Je vous ai rappelé, il n'y avait que deux répondants. Alors LB non SAN. Là, je pensais au contraire que ça allait se renouveler, puisque c'est un peu ce qui est en l'air du temps, quoi. Le SAN perd un peu de sa superbe. On a des solutions de stockage un petit peu plus nearshore. Eh ben non. Pareil. Alors, on voit quand même, si, soyons positifs, les grandes entreprises 2, il y en a deux ou une qui renouvelle ses baies tous les 3 ans. Sinon, c'est pareil. C'est grosso modo la fréquence de renouvellement des baies, SAN ou non SAN, c'est presque pareil. Et puis pour terminer, on a questionné sur les renouvellements des équipements cœur de réseau, puisque le réseau prend de l'importance, on vous l'a raconté, la digitalisation, la mobilité, la bande passante, etc. On se dit, bon, bah, il faut profiter des nouvelles technologies et faire évoluer tout ça. Eh ben non, pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup de couleurs foncées. Et même pour les ETI, hein. Donc c'est une fréquence de renouvellement. Il y en a 50% qui renouvellent tous les 5 ans, à peu près, leur cœur de réseau. Donc c'est-à-dire que les évolutions technologiques ne sont pas mûres au point de renouveler totalement ces équipements cœur de réseau, ou qu'il y a d'autres solutions qui sont mises en place pour éviter ça. Du coup, on dit bah, on va peut-être renouveler les switches plus rapidement. Alors là, c'est pire. Là, on est dans le foncé. Les switches, une fois qu'on les a achetés, on les garde. Et pareil, on les garde de façon importante, hein, 7 ans et plus. C'est ça qui se détache le plus. Il y a quand même 67% des grandes entreprises 1, 60% des grandes entreprises 2 qui vont renouveler ça tous les 7 ans et plus. Voilà. Je vais m'arrêter là sur la partie benchmark. Encore une fois, ça n'a pas la prétention d'être une étude IDC, Gartner, etc. C'est la prétention d'être une photographie des membres du CRIP qui ont répondu en âme et conscience, avec dans un cas près de 100 réponses, ce qui est pas mal. Dans l'autre cas, plutôt près de 60. Donc, encore une fois, il n'y a pas de prétention à ça, mais ça vous permet peut-être, avec ça, de retourner chez vous et de dire, bah voilà, nous, on est une GE1 ou on est une ETI2 par rapport à ce que font les autres. On est dans la moyenne ou non, on est un peu en dehors ou à côté. Donc, je vous laisse aller chercher votre exemplaire des productions du CRIP dans lequel vous retrouverez l'intégralité des essentiels et ces deux synthèses des benchmarks.